Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous, nous sommes de retour dans cet entretien des aigles avec Matteo Dominici. Aujourd'hui, le sujet concerne les USA. Compétitivité, la géostratégie et les enjeux en Méditerranée. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les relations avec les USA se sont considérablement renforcées, pour le meilleur et parfois pour le moins bien. Peux-tu nous parler des deux facettes de cette relation particulière avec l'OTAN en Méditerranée, Matteo? Salut Olivier, merci encore une fois pour cette bonne invitation. Alors, il ne fait aucun doute que, pour reprendre ta question, le rôle des USA dans l'après-guerre, avec ce qu'on a cité en tout début d'interview, avec le plan Marshall et donc la nécessité de reconstruire l'Union, l'ancêtre, on va dire, ce qui existait, ce qui est devenu après l'Union européenne. Et donc après tout ce qui s'est suivi, l'après-guerre, les guerres froides, la chute du mur de Berlin en 1989, tous ces éléments n'ont cessé de croître l'influence et le rôle des États-Unis d'Amérique dans le contexte géopolitique et géostratégique du continent européen, bien sûr, et de l'axe euro-méditerranéen. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est à la lumière du jour, le rôle stratégique de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, est celui de dicter certaines politiques étrangères des pays européens, sans avoir par contre cette proximité géographique, économique, commerciale et parfois aussi culturelle que peuvent avoir les pays européens envers certains autres États. Et on nous l'a bien vu dans le dernier cas de l'invasion russe en Ukraine, du pushing pour avoir la Suède et la Finlande qui rentrent dans l'OTAN avec en échange la permission à la Turquie d'obtenir certains agréments. Donc c'est un peu, je dirais, complexe à résumer le point de vue, on va dire, et l'influence de l'OTAN et des États-Unis sur le continent européen. Ce qu'on peut dire, d'un point de vue strictement politique, c'est qu'il y a une asymétrie diplomatique qui parfois conflicte les relations entre les alliés, car elle ne tient pas compte des conjonctures issues de la mondialisation et met en péril les équilibres et le bien-être des citoyens et des peuples européens, qui aujourd'hui, par exemple, payent leur gaz 3 fois plus cher parce qu'il est importé des États-Unis au lieu que de la Russie. Donc ça, on l'a bien vu. C'est des décisions que peut-être pas tous les pays européens auraient pris de la même façon. Certains l'auraient fait de façon différente, se seraient axés peut-être sur d'autres secteurs avant le secteur énergétique. Bref, il y a eu vraiment une poussée, je dirais, à la fois géopolitique et diplomatique des États-Unis d'Amérique et bien sûr après par le biais militaire de l'Alliance Atlantique. Et aujourd'hui, on peut le dire, l'Europe aujourd'hui, elle n'est pas active militairement dans le conflit, mais elle joue quand même, au lieu de jouer une carte soft power, elle joue une carte de hard power parce qu'elle fournit quand même des armements sur le conflit. Donc c'est une vision, je dirais, diplomatiquement très asymétrique. Surtout parce qu'elle ne tient pas compte de la position géographique et historique aussi de l'Union européenne. Dans ce que tu évoques, on constate que le monde anglo-saxon est très très offensif en matière d'affaires pour placer donc ses produits et défendre son intérêt capitalistique. Le renseignement, le lobbying, les capitaux, donc les négociations offensives, la totale, tout ça sont mobilisés par les USA. Quelle est la toile d'influence des entreprises américaines exactement? Comment est-ce que tu la décrirais et comment la perçois-tu?
Tu sais, le monde anglo-saxon est depuis toujours. Hein. Avant, c'était l'Empire britannique. Hein. Après, l'Empire britannique est déchu. Et c'est resté, on va dire, un empire financier. Donc, l'Empire britannique, hein, la City de Londres, à travers la création de tout ce qui a été considéré aujourd'hui du offshoring, hein, tous les paradis fiscaux offshoring, ils sont sous pavillon britannique, donc pavillon anglo-saxon. Et les États-Unis sont devenus aujourd'hui, on va dire, le premier pays en termes d'entrée aussi en offshoring. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Donc tout ça, il y a un axe, une influence d'un point de vue économique très importante du monde anglo-saxon. Et souvent, elle est mise en avant, et en tout cas, elle est stimulée par des actions comme tu le disais bien toi, Olivier, de lobbying très, très, très puissantes, très pointilleuses, très offensives. Il y a du renseignement derrière, il y a de la négociation, il y a du mouvement de capitaux, comme je le disais, qui sont parfois blancs, parfois gris, parfois noirs, mais c'est des capitaux qui vont sur les places les plus connues, que ce soit les Cayman Islands, les Virgin Islands, Jersey, Gibraltar, pour en dire quelques-uns, Hong Kong, Singapour, voilà. Donc aujourd'hui, pour les crises que nous vivons, cette façon d'opérer semble être plus efficace, et on ne peut pas se le nier. Donc il y a du hard power, hein, qui est un peu plus en vogue par rapport au soft power et à la diplomatie sociale. Mais aujourd'hui, les Américains, les Russes, les Chinois se retrouvent en difficulté parce que en face, on a les Européens qui n'ont pas du tout la même façon de traiter. Et à la fois, les Européens se trouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de traiter en négociation offensive, parce que, on ne peut pas se le nier, l'Européen, il n'a pas cette vision dans l'esprit. Donc aujourd'hui, à mon sens, les Européens auraient un atout à jouer. C'est celui de revoir certains codes de négociation et de devenir plus complets dans leur façon de traiter. Car ils ont un atout particulier par rapport aux autocrates ou, on va dire, aux globalistes, hein, comme ça peut être les Américains, c'est que l'Européen a tendance encore à mettre le social, en tout cas à mettre l'humain au centre d'une affaire, au centre d'un deal. Donc on l'a vu avec Uber, on l'a vu avec différentes choses. Il y a quand même la classe des taxieurs, donc on met encore l'humain au centre de quelque chose. Donc on va dire que même s'il y a une négociation offensive avec beaucoup d'argent et beaucoup de lobbying derrière, s'il n'y a pas derrière un élément qui mette quand même en avant le côté humain, l'Européen il n'est pas soulagé. Donc nous, il faudrait qu'on joue sur cette double casquette que les autres n'ont pas, hein, parce que c'est pas les Chinois qui peuvent mettre au milieu le bien-être des citoyens, non. Par contre, nous, ce qu'on peut, du fait on est quand même les descendants de ceux qui ont voyagé le plus dans le monde et qui ont pu connaître le plus de cultures possible aussi, d'avoir interagi avec ces différents peuples, ce serait de prendre leur capacité offensive, leur capacité de faire du lobbying et le tourner sous un angle peut-être plus ESG, plus durable, tu vois, donc créer une nouvelle modalité de faire du lobbying ou de faire de l'influence, de la fair influence. Donc il est nécessaire d'adopter des pratiques similaires pour pouvoir travailler selon ces nouveaux codes d'affaires, c'est ça, et en même temps de ne pas perdre son identité. C'est concrètement ce que tu préconiserais? Absolument, Olivier, c'est tout à fait ce que je préconise. On ne perd pas notre identité qui a fait de l'Union européenne un continent pour lequel des personnes sont prêtes à mourir, malheureusement, en mer pour essayer de rejoindre ce continent, pour essayer de rejoindre cette vision, en tout cas humaine, progressiste, socialement correcte et inclusive de la société. Donc je pense que c'est une identité forte, hein, au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce qui a fait de l'Union européenne le continent qu'on est aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit pas... Voilà, il faut qu'on s'impose aussi. Il faut savoir s'imposer. Le dicton, le fameux dicton, et permets-moi, même si c'est pas très professionnel, mais le fameux dicton « trop bon, trop con », il ne doit pas se répliquer dans les visions géopolitiques ou économiques du continent européen, mais au contraire, on doit savoir comment pouvoir jouer avec les mêmes armes que les autres, voire
plus d'armes parce qu'on a cette capacité à mettre l'humain au centre d'une affaire, ou en tout cas au centre des visions politiques et économiques, que les autres n'ont pas. Et donc, je pense que c'est le capital humain est sans doute, avec notre histoire, un des plus grands atouts que l'on possède au niveau européen.